Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, le tronçon à Vepozo-Anéro, bientôt réhabilité. Les différents partenaires étaient sur le chantier ce matin, conduits vers le Premier ministre. Les ouvrages prendront en compte la côte togolaise le long du tronçon. La côte togolaise est exposée au risque d'érosion. Le marché de fournitures électriques ouvert désormais entre le Bénin et le Togo. D'autres producteurs peuvent donc entrer en jeu. La CEB n'a plus le monopole. Les députés togolais ont voté ce matin en plénière la loi qui ouvre donc le marché. Enfin, mon futur, mon choix, la BD vient de paraître, un ouvrage d'une 50aine de pages consacré aux enfants, à leurs droits, un document de sensibilisation lancé ce vendredi dans la foulée de la célébration quoiqu'en différé de la journée de l'enfant africain. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, ces messages de félicitations au courrier des pères du chef de l'État. Message adressé tout d'abord à son Excellence Monsieur Felipe Nyusi, président de la République du Mozambique. Le Mozambique qui s'apprête à commémorer l'anniversaire de sa fête nationale. Le président Faure Gnassingbé exprime donc son entière disponibilité à œuvrer de concert avec le président mozambicain au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre les deux peuples dans l'intérêt bien compris des populations togolaises et mozambicaines. Deuxième message de félicitations là aussi adressé cette fois-ci à son Excellence la présidente de la République de Madagascar qui s'apprête à commémorer aussi dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Puissent nos efforts communs contribuer au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre nos deux pays et à la promotion de nos valeurs communes de paix et de sécurité pour une Afrique davantage intégrée, unie et prospère, écrit en substance le président Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé qui écrit enfin à son homologue Madame Kolinda Grabar-Kitarović, présidente de la République de Croatie, qui célèbre en ce jour l'anniversaire de la fête nationale de son pays. Donc, je voudrais saisir, écrit le président Faure Gnassingbé, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour saluer l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si fort heureusement entre la Croatie et le Togo et souhaiter vivement de les voir se renforcer et se diversifier davantage dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives, écrit là aussi le président Faure Gnassingbé à son homologue croate. Alors maintenant, nous l'annoncions en titre tout à l'heure sur la route à Vepozo-Anéro, 30 km de tronçon sur le corridor Abidjan-Lagos, bientôt complètement remis à neuf avec des ouvrages connexes. Les travaux prendront en compte la côte togolaise le long du tronçon. Les différents partenaires étaient sur place ce matin. Une évaluation du chantier en présence du Premier ministre. Augustin Kossi, Pierre Tsoukou. Le point kilométrique zéro du tronçon à Vepozo-Anéro commence à partir d'ici. Il s'étend sur environ 30 km. Une section qui constitue le manquant de la partie togolaise du corridor Abidjan-Lagos. Elle fait l'objet d'une visite des bailleurs de fonds dans le cadre du projet de sa réhabilitation. Une visite de terrain conduite par le Premier ministre Selom Komi Klasu. Le projet va consister essentiellement à l'élargissement de la voie, à des travaux d'aménagement connexes et à la mise en œuvre des mesures de facilitation du trafic. Au niveau des travaux routiers, ce qui est prévu, c'est d'aménager et d'élargir la section à Vepozo-Anéro en 2x2 voies avec des bandes latérales de part et d'autre de la chaussée, avec un terre-plein central et avec une structure de chaussée beaucoup plus consistante que ce que vous avez actuellement. Donc ce qui est prévu, c'est de faire une chaussée en 2x2 voies de 9 mètres de part et d'autre, aussi bien en agglomération qu'en rase campagne. La partie togolaise du corridor Abidjan-Lagos s'étend d'Aflao à Sanvikondi. Elle est classée route nationale numéro 2 du Togo. Située à 135 mètres de la mer, elle est la troisième après l'engloutissement des deux premières par l'érosion côtière due à l'avancée de la mer. Un phénomène criard qui nécessite des actions de grande envergure. Le projet couvre aussi la réalisation des ouvrages de protection de la côte togolaise, notamment des épis le long du littoral. Le projet va s'exécuter sur un tronçon de 13 km, donc qui va juste après le port
donc le village de Katanga, jusqu'à Godjomé, à ce niveau. Donc il y aura une série d'ouvrages qui seront construits et au total nous avons 28 ouvrages, donc 28 épis. Donc les épis sont des ouvrages en enrochement, donc c'est les enrochements que nous avons choisis qui seront placés perpendiculaires à la côte. Étant donné que sur la côte togolaise, la houle qui arrive est oblique à la côte. Donc, ce qui fait que quand les vagues frappent la côte, il y a un courant littoral qui est né. Et ce courant transporte beaucoup de sédiments, donc environ 1 million de mètres cubes par an. Donc, les ouvrages tels que prévus, perpendiculaires à la côte, vont permettre de stabiliser ou bien de casser ce courant littoral qui va de l'ouest vers l'est, donc du Ghana vers le Bénin. Donc ici, nous sommes sur le site de Devikopé, qui est ici, sur le site de Devikopé, et sur ce site, il y aura des épis qui seront prévus. En dehors de ces ouvrages, pour pouvoir stabiliser durablement la côte, il est prévu faire un rechargement en sable. Les deux projets sont en cours d'instruction auprès des bailleurs et sont soumis à un programme de financement évalué à hauteur de 96 milliards de francs CFA. Lorsque nous avons reçu la requête du gouvernement, nous sommes partis vers les autres bailleurs de fonds donc, pour pouvoir agir ensemble pour pouvoir réhabiliter la route et également apporter une première solution à l'érosion côtière. Pour le plan de financement, nous avons le montant du projet c'est de 147 millions d'euros, à peu près 96,5 milliards. Et là, le FAD, la BAD, donc à travers le Fonds africain de développement, va contribuer pour 21,55 milliards, environ 32,85 millions d'euros. L'Union européenne, donc avec un don, là-bas, je précise que c'est un prêt, donc l'Union européenne avec un don qui va quand même pouvoir bonifier donc, le prêt de la BAD. Donc l'Union européenne va contribuer pour 20 millions d'euros. Ensuite, nous avons la Banque européenne d'investissement également. Voilà, l'Union européenne toujours, qui est quand même le plus grand contributeur avec 50 millions d'euros, environ 32,8 milliards de francs CFA. Nous avons le Fonds mondial pour l'environnement. Donc, comme vous le savez, ce Fonds mondial pour l'environnement est là pour lutter contre le changement climatique. Donc, ils sont également avec nous, avec un montant d'à peu près 8 millions d'euros, donc 5 milliards. Nous avons l'IEMOA. L'IEMOA va contribuer surtout pour le volet facilitation des transports. La réhabilitation et la modernisation du corridor Abidjan-Lagos sont en effet des priorités pour le Togo pour faciliter l'intégration sous-régionale. Cette politique novatrice du gouvernement est réitérée ici par le Premier ministre qui salue l'engagement des partenaires. Depuis quelques années, notre pays est menacé, tout comme la plupart des pays côtiers du monde, sous l'effet conjugué du réchauffement climatique, mais également sous l'emprise d'un certain nombre de paramètres d'ordre naturel, mais endogènes. Donc, et les partenaires, et nous-mêmes, nous sommes venus voir le projet qui est conçu, dans quel délai ça peut se réaliser, avec quel coût et quels sont les partenaires qui interviennent dans le financement. Et c'est réjouissant de constater que tous les partenaires du projet ont pris la mesure et que sous peu, les travaux vont commencer pour régler le problème, du moins atténuer le problème de l'érosion côtière, mais également voir la réhabilitation de la voie
entre le port et la frontière Hilankandi et Sanvikondi. La vision du chef de l'État, qui est de ne pas seulement se concentrer sur la réhabilitation de la voie, mais également de prendre en compte la protection de la côte, est une vision partagée par tous les partenaires. Sinon, l'actuelle voie est la troisième. Deux sont déjà dans la mer. À quoi ça servirait de réhabiliter cette troisième voie si le problème d'érosion qui a emporté déjà deux premières routes n'est pas réglé? Donc la troisième, si elle seule est réhabilitée, ne va pas tenir le coup. Donc il faut faire un investissement judicieux qui est de régler aussi le problème de l'érosion côtière, donc de soulager les populations riveraines et de réhabiliter la voie pour faciliter la fluidité et aller vers l'intégration réelle des peuples dans l'espace UEMOA et CEDEAO. Le projet est à sa première phase et sera évalué dans les mois prochains. Il est prévu également un poste de contrôle juste à poser à Sanvikondi. Le Togo y contribue à plus d'1 milliard de francs CFA. Cette visite des bailleurs prend en compte non seulement des promesses de financement de la BAD, de l'UE et de la BEI, mais aussi les résultats des requêtes de financement adressées aux autres bailleurs. La phase d'approbation est attendue en novembre prochain. Et voilà le tronçon avec Pozo Anéro sur la route de l'intégration sous-régionale. Parlons-en justement encore avec la situation économique et monétaire dans l'espace UEMOA, précisément au 31 mars 2016. À quoi elle ressemble concrètement pour les populations? On va en savoir un peu plus avec l'ouverture ce vendredi du Conseil des ministres de l'Union. Les travaux prennent fin demain. La cérémonie d'ouverture ce matin, Esther Laclé. Légère hausse de l'économie mondiale avec un taux de croissance de 3,2% contre 3,1% en 2015. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a, elle, enregistré un taux de croissance de 7% contre 6,4% en 2014. Des performances à maintenir pour l'amélioration de la situation sociopolitique et économique dans l'espace communautaire. Le rapport sur le tableau économique et monétaire de l'UEMOA au 31 mars 2016 a réuni à Lomé les ministres des 8 pays membres. Notre Conseil prendra appui sur les analyses pertinentes contenues dans ce rapport sur l'évolution récente et les perspectives économiques de l'Union pour décider, le cas échéant, des mesures et réformes à mettre en œuvre dans le but de consolider les acquis et d'accélérer le rythme de progression de l'activité économique dans la zone. Des dossiers soumis par la Banque centrale pour décision seront également analysés en vue de leur actualisation pour un meilleur renforcement du système bancaire de l'Union. Il s'agit de 2 projets de loi uniformes relatifs, l'un à la répression du faux monnayage et l'autre au crédit bail dans l'UEMOA, d'un document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière, d'un dispositif prudentiel et d'une décision relative à la supervision sur base consolidée des établissements de crédit et compagnies financières de l'UEMOA, ainsi que du renouvellement des mandats des représentants des États au sein du comité de stabilité financière dans l'UEMOA. Cette réunion se déroule au lendemain de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui s'est tenue à Dakar le 5 juin dernier. Les conclusions de cette dernière rencontre ont engagé l'Union dans une dynamique de rationalisation de ses organes, ce qui a motivé cette rencontre de 2 jours à Lomé. Nous vous l'annoncions en titre fini, donc le monopole de la CEB, la compagnie n'est plus seule désormais productrice de l'électricité pour le Togo, le Bénin. Le marché vient d'être ouvert à d'autres producteurs. Décision des députés togolais réunis ce vendredi en plénière. Le compte rendu de séance Emmanuel Adjaglo, Medina Salami. C'est à l'unanimité que les députés ont voté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord international bénino-togolais de l'électricité de 2015, modifiant l'accord international portant Code bénino-togolais de l'électricité de 2003.
La communauté électrique du Bénin, CEB, fruit de la mutualisation des ressources dans les domaines de la production, du transport, de l'importation et de l'exportation de l'énergie électrique au Togo et au Bénin, ne satisfait plus les besoins des populations, malgré le monopole dont elle jouit. Au regard de la place qu'occupe l'énergie électrique dans le développement de toute nation, le gouvernement a su très tôt engager des réflexions et pris des initiatives innovantes pour relever les défis liés à la problématique de l'accès à l'énergie et à doter le pays aussi bien des tests réglementaires que des structures adéquates pour une gestion saine et efficace du secteur. L'acte que vous venez de poser permet à la CEB d'adapter et d'harmoniser ses activités aux obligations souscrites par les deux États dans le cadre de l'UMOA et de la CEDEAO. En votant la loi qui leur était soumise ce jour pour examen, les députés ont ainsi apporté leur appui à ces réformes. L'électricité joue un rôle central dans notre vie, que ce soit à la maison ou au travail. Plus particulièrement, l'accès à l'électricité est une condition indispensable pour le développement économique et social de tous les pays. En Afrique, ce sont 80% de la population rurale, soit quelques 600 millions de vies humaines qui n'ont pas accès à l'électricité, avec des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Face à ce tableau pas du tout reluisant, s'agissant de notre continent, notre pays, le Togo et le Bénin, ont décidé de mutualiser leurs ressources afin d'y trouver des solutions, d'où le code bénino-togolais de l'électricité ayant donné naissance à la CEB qui ne répond plus aux nouvelles exigences des deux pays. Cette entente entre le Togo et le Bénin est la preuve que notre pays, soucieux d'avoir les meilleures relations de coopération possibles avec ses voisins, ne ménage aucun effort pour renforcer l'intégration sous-régionale. Avec l'ouverture du marché du sous-secteur de l'électricité, le Togo et le Bénin espèrent assurer un meilleur approvisionnement de leurs populations respectives en électricité. Les députés qui se réunissent à nouveau lundi prochain, 27 et mardi 28 juin 2016 à 9h au Palais des Congrès, toujours au siège de l'Assemblée nationale. Ce sera pour les 13e et 14e séances plénières de la première session ordinaire de l'année. La suite est cette interrogation: en quoi consiste le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Togo, objet depuis quelques jours déjà d'explications. Le ministre Assessenu parcourt tout le Togo à la rencontre des populations. L'étape ce soir de Défalé avec Nestor Mozou. Dans sa tournée à la rencontre des populations des 12 nouvelles agglomérations dont les schémas directeurs ont été adoptés, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie est arrivé à Défalé dans la préfecture de Doufelgour. Ici comme ailleurs, le ministre et son équipe ont dévoilé les grands axes contenus dans les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation. Depuis que nous avons eu cette information après le Conseil des ministres, Défalé a jubilé. Mais un silence a régné, nous disions, ou bien c'était une flatterie. Mais aujourd'hui, nous sommes confirmés que vraiment, Défalé, tous les efforts que nos cadres et nous-mêmes nous fournissons, ces efforts ont abouti et nous sommes très fiers et nous tirons chapeau au président Faure. Les schémas directeurs sont des outils conçus pour un développement harmonieux. Ils tiennent compte de plusieurs paramètres, notamment la croissance de la population, la mobilité des personnes et des biens, les équipements et infrastructures à mettre en place et de la préservation de l'environnement. Des agglomérations qui ont des populations de plus de 5000 habitants bénéficient de ces schémas directeurs. Alors, après cette adoption, il y aura la phase suivante qui consiste en l'implantation de ce schéma directeur. Et vous convenez avec nous que toute décision vient de la base. Et le problème de schéma directeur impliquant le problème de terrain et de terre, il était nécessaire que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat vienne auprès de ces populations bénéficiaires pour expliquer, échanger, recevoir leurs suggestions, afin que cette implantation se fasse dans un climat de paix.
Cette rencontre a défalé sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation intervient au moment où la localité vit une tension due justement aux problèmes fonciers. Nous venons de quitter la réunion à Niantourou où nous avons eu à rencontrer tous nos parents qui sont concernés par ces petits problèmes. Nous leur avons dit qu'effectivement le gouvernement n'est pas inconnu du gouvernement et le gouvernement travaille là-dessus. Nous sommes venus pour leur dire que tout problème doit avoir une solution et l'État a cela en étude. Nous devons faire doucement, essayer de comprendre et de nous entendre. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Défalé est la 10e étape de la tournée du ministre Sessenou. Il lui reste 2 étapes. Celle-ci concerne la région des Savanes. Ça devait être le 16 juin dernier, mais c'est seulement aujourd'hui qu'on en parle, la journée de l'enfant africain. C'est la 26e édition. Et cette année, la réflexion est menée autour du thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants ». Un cri d'alerte bien réel face au contexte socio-politique de nombre de pays africains. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et dans la foulée, le cours de l'enfant et des personnes, il met l'accent, vous le savez, sur l'équité, l'égalité genre. Ce n'est pas toujours évident. Alors, GF2D fait une explication de test. Le cas ce matin encore à la mairie de Lomé, pour la mairie de Lomé sensibiliser sur cette question de parité dont on parle beaucoup, surtout lors des mariages à l'état civil. De Douaré, Antoinette Omavor. Le Togo fait partie des pays qui ont modifié le code des personnes et de la famille. Pour assurer une meilleure connaissance de ce nouveau code et réfléchir sur sa mise en œuvre effective dans les familles, le GF2D et la Banque mondiale ont réuni les principaux acteurs clés, notamment les officiers de l'état civil, pour les informer et les former sur ces nouvelles dispositions. Le nouveau code a insister sur la liberté de mariage, donc qui interdit le mariage précoce. L'âge de mariage est le même pour l'homme et la femme, 18 ans. Au niveau du statut de chef de famille, le code a évolué en prévoyant plutôt la direction conjointe de la famille, de sorte à contribuer à renforcer entre les époux le partenariat en matière de gestion de la famille, pour que à travers le mariage, les droits des femmes soient respectés. Cette initiative vient appuyer et élargir la vision du gouvernement en quête de l'équilibre social, de l'autonomisation de la femme et de l'épanouissement des familles. C'est ce qui témoigne ce partenariat entre le GF2D et la Banque mondiale. C'est une opportunité pour appuyer les efforts du gouvernement pour diffuser justement les amendements du code et pour s'assurer que les personnes responsables pour disons, la mise en œuvre ou l'application de ce nouveau code soient informées sur les applications, en particulier dans le cas des mariages. Plusieurs programmes et stratégies sont en cours pour renforcer davantage la position du Togo au sein des pays qui prônent l'égalité du genre dans les familles. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre sur le système statistique national, c'était en milieu de semaine, le compte-rendu avec Chassim Nabaga. Le Togo veut se doter d'une nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique, dite de deuxième génération pour la période 2017-2021. Le processus requiert avant tout l'analyse du système statistique national en vue d'identifier ses faiblesses, ses atouts, les défis et les perspectives. Ceci en rapport avec la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et les objectifs de développement durable. Une étude a été élaborée dans ce sens. Le rapport est soumis à validation au cours de cette rencontre. Pour l'élaboration d'une SNDS, une stratégie nationale de développement de la statistique, il y a des étapes, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de produire le diagnostic du système statistique national. Nous avons pu, dans cette première étape, élaborer le rapport diagnostic du système statistique national. Bon, une chose est de l'élaborer, mais l'autre chose est de le valider. Et pour le valider, il faut que ce soit tout le système statistique national et les autres parties prenantes
qui doivent procéder à cette validation. Il est essentiellement question au cours des travaux de discuter et d'amender les différentes parties du document, notamment le bilan de la mise en œuvre des programmes de développement statistique de 2009 à 2015, le diagnostic du système statistique national, ses performances et les principaux défis. L'élaboration de ces rapports a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne. Également dans l'actualité, la visite d'une délégation de 25 entreprises togolaises en Chine. Sur place, elle a pris part, cette délégation, à la convention Chine-Afrique, mais on retient surtout les accords de partenariat signés ici, la Lucassie, avec Charlotte Roussime. À cette convention Chine-Afrique 2016 qui s'est tenue à Shanghai, Ningbo et Hiyu, en terre chinoise, le Togo s'est fait représenter par une forte délégation de 25 entreprises conduite par le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, CCIT. Les petites et moyennes entreprises PME ont pu nouer des relations commerciales et créer des partenariats d'affaires, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et de grandes surfaces de commerce étaient au menu de cette convention. Un programme de partenariat de 1000 entreprises sino-africaines a vu le jour à la cérémonie d'ouverture. Il vise à établir sur une échéance de 5 ans des projets de coopération à long terme entre ces entreprises. En marge de ces activités, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo s'est entretenu avec le vice-président du Fonds de développement Chine-Afrique. J'espère que nous aurons plus d'opportunités dans le futur pour faire bénéficier nos fonds aux entreprises togolaises. À travers cette rencontre, il est ressorti clairement qu'ils sont prêts à financer nos entreprises. Et dans quel secteur? Dans le secteur de l'industrie et de l'agriculture. La CCIT a signé un protocole de partenariat avec la société Xingtang Uzalong Asset Management Limited, spécialisée dans le e-commerce. Celle-ci mettra sa plateforme à la disposition des entreprises togolaises pour la promotion de leurs produits. Les entreprises chinoises ont été très réceptives et comprennent mieux aujourd'hui le marché africain. L'organisation même de la convention depuis ce matin et jusqu'à 7 heures, ce n'est pas du tout repos, mais c'est très instructif. La délégation togolaise s'est rendue à Ningbo où se tenait la 15e foire internationale de Chine pour y découvrir les opportunités commerciales. En somme, 400 entreprises chinoises et 60 africaines ont pris part à ce rendez-vous d'échange commercial initié par la société Rulicom en partenariat avec l'Alliance mondiale des PME et soutenu par les 3 villes hôtes. Et culture, le fonds d'aide à la culture, c'est bien parti pour l'édition 2016. Des explications ont été largement fournies aujourd'hui lors d'une rencontre inter-acteurs culturels concernée. Robert Potobu avec Esther Laclé. C'est une nouvelle aventure d'un an pour le Fonds d'aide à la culture dans la promotion de la culture togolaise après celle de 2015. Cette rencontre à laquelle ont pris part des artistes chanteurs, plasticiens, cinéastes et écrivains et les premiers responsables du FAC vise à présenter la feuille de route des activités inscrites au programme de l'année 2016. Entre autres innovations, nous nous sommes dit que pour la qualité des œuvres éditées, par exemple, en matière littéraire, il faut que tout porteur d'un manuscrit passe nécessairement par une maison d'édition. Et c'est la maison d'édition qui certifie que le manuscrit est bon, il est pertinent, il mérite d'être édité au profit des lecteurs togolais. Il en est de même pour la production des œuvres musicales. Au démarrage du FAC en 2013 jusqu'à ce jour, de nombreux projets culturels ont été financés. 354 projets sur 853 soumis ont été subventionnés à hauteur de 787 500 000 francs CFA. Pendant 3 ans, le FAC a impacté positivement la culture togolaise. Nous avons profité de cette rencontre pour rappeler aux porteurs de projets, pour rappeler aux artistes ce que le fonds d'aide a apporté comme une plus-value en matière culturelle. Nous leur avons cité quelques exemples de films en matière cinématographique qui ont fait l'objet d'accompagnement par le fonds d'aide
et qui ont connu du succès. Le domaine des arts plastiques. Là, il y a une école qui a été accompagnée et qui a formé pas mal d'artistes. Toujours avec le Fonds d'aide à la culture, les artistes disposent désormais d'une maison dénommée Maison des artistes. Le tout couronné par le vote le 14 juin 2016 par l'Assemblée nationale du statut de l'artiste togolais en vue de mieux réglementer le secteur. Enfin, Mon futur, mon choix, c'est le titre d'une BD, bande dessinée sortie sur le droit des enfants. On en parlait tantôt avec la journée de l'enfant africain. Cette bande dessinée d'une 50aine de pages s'inscrit dans le thème de l'année Lucassi et serre la clé. Une nouvelle entrée dans les rayons littéraires togolais. Mon futur, mon choix. Une bande dessinée éducative d'une 50aine de pages pensée et réalisée par la société civile togolaise, soutenue financièrement et techniquement par l'ambassade des États-Unis au Togo. L'histoire racontée à travers des images retrace la vie des jeunes dans les villages et villes, puis promeut le droit des enfants. Il y a beaucoup de sujets comme le viol, les droits des handicapés, les actes criminels contre les adolescents, la violence contre les adolescents. Il y a des sujets tragiques. Il y a eu 7 ministères du gouvernement qui ont participé avec 13 organisations non gouvernementales. Et pour nous, ça, c'est une chose très positive de voir cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Cet ouvrage d'inclusion sociale et d'épanouissement de tous les citoyens est un outil supplémentaire de sensibilisation à grande échelle sur les violences en milieu scolaire, le droit des personnes en situation de handicap et les droits égaux. Elle relaie à peu près tous les messages que nous avons élaborés à notre niveau, relaie les actions que nous avons mises en œuvre à notre niveau pour assurer effectivement ces droits-là. Je sais que les enfants aiment beaucoup lire les bandes dessinées et je crois que cela va susciter un engouement à leur niveau, leur permettra de bien s'approprier leurs droits et surtout de savoir en cas de violence quelle est la conduite à tenir pour dénoncer et pour être prise en charge. Cette œuvre à la fois comique et instructive sera disséminée dans tout le pays pour expliquer et prévenir la maltraitance et l'abus à l'égard des enfants. À terme, ce sont plus de 50 000 jeunes, membres d'associations et d'écoles, qui seront touchés par les messages de Mon futur, mon choix. Ils se chargeront de relayer à leur tour l'information. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique porte à la connaissance de toute la population togolaise qu'il a été enregistré ces derniers jours des mortalités massives de porcs dans les villages d'Elavagno et de Lama Karakopé, préfecture de l'Est Mono, d'Alejo, préfecture d'Assoli, et de Mandjatom, préfecture de la Bina. Les résultats des analyses réalisées par le laboratoire central vétérinaire de Lomé sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine. Le ministre rappelle à toute la population togolaise en général et celle des préfectures de l'Est Mono, d'Assoli et de la Bina en particulier que la peste porcine africaine est une maladie animale qui attaque uniquement les porcins domestiques et sauvages. Elle cause de fortes mortalités dans les élevages de porcs et n'a aucun effet sur la santé humaine. Elle engendre néanmoins des conséquences économiques graves pour les éleveurs. Et pour faire face donc à cette situation, des mesures urgentes sont prises à partir de ce jour pour éradiquer cette crise sanitaire. Ces mesures sont les suivantes: le recensement des foyers de porcs infectés, l'abattage des animaux contaminés, la désinfection des milieux contaminés, l'observance des mesures sanitaires et hygiéniques, l'interdiction totale de la divagation et la circulation des porcs et des produits de porc pour une durée de 3 mois dans les préfectures concernées, la claustration stricte des porcins
sur l'ensemble du territoire national et l'indemnisation des éleveurs dont les animaux ont fait l'objet d'abattage sanitaire. Le ministre appelle toute la population en général et les éleveurs en particulier à plus de vigilance et au respect scrupuleux des mesures sanitaires et des règles élémentaires d'hygiène conformément à la loi de la police sanitaire en vigueur au Togo. Le ministre compte sur la bonne compréhension et la collaboration de tous les acteurs concernés pour le strict respect de ces mesures sanitaires. Autre communiqué conjoint, communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, président du Comité national de la transhumance, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales. Il nous a été donné de constater que malgré le communiqué interministériel annonçant la fin de la période de la transhumance pour le 15 mai 2016 et demandant aux transhumants de replier dans leur pays d'origine, certains bousiers transhumants résident encore sur le territoire national avec leurs troupeaux. Les ministres demandent impérativement aux présidents des comités préfectoraux de la transhumance de prendre d'urgence toutes les dispositions idoines en collaboration avec les forces de l'ordre de sécurité de tous les services techniques déconcentrés concernés pour refouler tous les troupeaux transhumants hors du territoire national dans un délai de 2 semaines. Tous ceux qui tenteront de passer outre cette disposition de refoulement des troupeaux transhumants dans leur pays de provenance s'exposent au même titre que leurs complices à la rigueur de la loi. Les ministres comptent sur le civisme et la collaboration de tous les acteurs ainsi que de toutes les populations rurales pour la réussite de cette opération. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du porte-monnaie électronique des agriculteurs AgriPME pour la gestion de la subvention du gouvernement sur les achats d'engrais, 150 000 agriculteurs vulnérables ont été identifiés pour le compte de la campagne agricole 2016-2017. En vue de bénéficier de la subvention de la campagne agricole 2016-2017, tous les agriculteurs vulnérables enregistrés et qui disposent de numéros de téléphone Move ou Togocel sont priés de garder allumé leur téléphone portable afin de recevoir les messages d'activation et les notifications de subventions prévues à cet effet. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de tous ceux qui ne se sont pas encore enregistrés de le faire dans les meilleurs délais auprès de leur comité villageois de développement CVD ou dans les magasins de Casia. Voilà donc pour les communiqués et notre rendez-vous ce soir à suivre à tout à l'heure à partir de 21h l'émission Au cœur de la nation avec comme thème central aujourd'hui les TIC qui s'invitent donc dans cette émission. Anita Tigakou sera avec ses invités pour vous en parler. Fin de cette édition du soir, je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.